tout le monde. Là, il y a un bouton, donc l'enregistrement a démarré, théoriquement. OK. L'enregistrement a démarré. Il me le dit. Je fais entrer? Vas-y. Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour Dominique. Salut Pascal. Bonjour Élodie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Je dis, je vois les bouches bouger et moi j'entends rien là. C'est quoi là? Ça marche pas, mon casque. Bonjour. Tiens, il y a une tribu là. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vous propose, il est 10 heures, je vous propose de démarrer nos travaux. Julie, je te laisse procéder pour permettre aux gens d'accéder à la salle. Oui, je le fais. Bonjour. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire sur l'accueil des nouveaux associés coopérateurs. Vous êtes plus d'une centaine d'inscrits, ce qui laisse à penser que la question est d'importance, et j'espère que nos présentations et nos discussions seront fructueux et que on en apprendra plus tous ensemble et sur cette question de l'accueil des nouveaux coopérateurs. Je vais me présenter et présenter le webinaire. Donc, je suis Pascal Gou. Je travaille à la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis responsable du pôle gouvernance et stratégie. Et par ailleurs, j'anime un groupe de travail national dans le réseau de la coopération agricole sur l'accueil et le renouvellement des générations dans les coopératives. Voilà, thématique qui nous a amené à travailler cette question de l'accueil des nouveaux associés coopérateurs. Je vais, au cours de ce webinaire, jouer le rôle d'animateur. Et je vais commencer par vous présenter la façon dont on va travailler, qui vont être les intervenants, etc.
Je coupe ma caméra pour améliorer la fluidité de l'ensemble et je vais vous inviter à en faire de même, de façon à ce que techniquement, on soit dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Donc, ce webinaire, comme je vous le dis, est le fruit d'un travail d'une équipe constituée de personnes qui travaillent soit au national, soit dans les régions, dans le réseau de la coopération agricole, sur la question du renouvellement des générations, dans le cadre du programme national de développement agricole et rural conduit par la coopération agricole. Et donc, ce programme, ces actions, de même que le guide d'accueil des nouveaux coopérateurs, dont on va parler au cours du webinaire, toutes ces actions sont financées par le CASDAR, le compte d'affectation spéciale du développement agricole et rural, géré par le ministère de l'Agriculture. Donc, ces travaux sont conduits et les livrables sont réalisés sur des crédits publics. Cette information est en fait... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, Oui. très bien. Oui, on Parce que t'entend très bien, Pascal. j'ai un message comme quoi on n'entend plus rien, mais c'est local, c'est en Alsace, c'est à Colmar. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Je vais vous présenter les intervenants tout d'abord qui vont avoir l'occasion de prendre la parole au cours de ce webinaire. Donc, les intervenants principaux seront Muriel Tina, qui est juriste à la direction des affaires juridiques et fiscales de la coopération agricole. Muriel, que vous voyez, puisqu'elle est dans la salle de réunion à Paris, et c'est la personne qui est à droite. Muriel, tu peux lever la main, s'il te plaît. Voilà, Muriel qui va intervenir sur la transmission des informations tout au long de l'engagement dans la coopérative. Et Céline Sajot, qui est juriste à Felcop, donc qui est assise à côté de Muriel. Merci Céline. Et qui va, elle, nous présenter les obligations d'information à l'entrée dans la coopérative. Et au cours de ce webinaire, nous aurons deux témoignages, ou le témoignage de deux coopératives. Tout d'abord, le groupe, la coopérative Altitude, représenté par son vice-président Benoît Jules, qui affiche sa caméra. Et puis la coopérative Agrial, qui sera représentée par Guillaume Louvel, qui est président de la commission jeune, assisté de Vincent Lasseret, qui est directeur de la communication de la coopérative. Merci pour votre présentation. Et donc, on va partager l'animation avec Julie Ravello-Jaona et moi-même. Julie est basée à Rennes. Julie va être notre support technique. Donc, voilà. Julie aura notamment en charge la transcription des questions ou des messages que vous pourrez être amenés à nous adresser par le biais de la conversation que je vous invite à ouvrir. Alors, un rappel de quelques réflexes pour améliorer notre petite séance de travail. Donc, merci de désactiver vos micros tant que vous ne prenez pas la parole pour éviter les bruits parasites. Pareil pour la caméra pour fluidifier la connexion. Pensez à la réactiver si vous souhaitez prendre la parole. Utilisez les petits outils pour lever la main pour demander à prendre la parole, ce qui facilitera les choses. Et puis, si vous avez un problème, ben, merci de nous le signaler. Je ne suis pas forcément sûr qu'on aura la possibilité de le résoudre en direct. Et pour votre information et par rapport à une question qui a été fréquemment posée, le webinaire est enregistré un replay sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de la coopération agricole. Avant de présenter les différents éléments et le contenu du webinaire,
Je voudrais faire un petit préambule pour expliquer pourquoi nous nous sommes attaqués à cette question dans le cadre de la coopération agricole. Alors, le renouvellement des générations est un sujet stratégique pour toute l'agriculture. C'est désormais quelque chose de bien établi. Et c'est une question qui préoccupe aussi la coopération agricole. Pour différentes raisons. Je dirais tout d'abord pour des raisons sociologiques. On voit une évolution dans la population agricole qui accède à la profession avec une augmentation des installations hors cadre familial, euh, avec l'apparition de nouveaux entrants dans la profession qui sont éventuellement non issus du milieu agricole et donc qui n'ont pas forcément de vécu dans la coopération ou rencontré des gens qui vivaient dans la coopération agricole. On voit de plus en plus d'installations précédées d'expériences professionnelles antérieures. Et cette diversité ou diversification des populations qui entrent dans la population agricole a comme conséquence l'expression de nouvelles attentes, une demande de services plus segmentée et peut-être une approche différente de ce que peuvent être les coopératives et les services qu'elles offrent aux agriculteurs. Et donc, il nous paraît important de travailler cette question du lien entre la coopérative et les associés coopérateurs, et au premier chef pour les coopératives de bien accueillir les nouveaux associés coopérateurs. Pour deux aspects qu'on va voir ce matin. D'une part, les aspects réglementaires, et puis d'autre part, sur la façon d'intégrer de nouvelles personnes qui ne sont peut-être pas forcément acculturées à la coopération dans la communauté des associés coopérateurs. Donc, c'est un petit peu toutes ces réflexions qui nous animent. C'est les sujets sur lesquels on travaille dans le groupe développement agricole, sachant que le programme a commencé il y a déjà quelques années, qu'on a, dans ce cadre-là, édité des premiers livrables et que les thèmes qui sont affichés sur l'écran actuellement sont plutôt les thèmes sur lesquels on travaille pour le programme de 2022 à 2027. J'ai évoqué les évolutions réglementaires. Mes collègues juristes seront bien plus à même que moi de présenter les choses, mais on peut citer l'ordonnance de 2019 qui réforme le statut coopératif et qui a pour objet de renforcer la lisibilité et la transparence des informations transmises aux associés coopérateurs. Donc, c'est ce qu'on va voir au cours du webinaire. Quelles informations transmettre à l'entrée et comment. Tout ce qui touche aux modalités de détermination du prix et de la rémunération des apports, et puis notamment la répartition des résultats de la coopérative. On va évoquer ces questions-là. Bon, j'attire votre attention sur le fait que le fond du webinaire n'est pas forcément la discussion sur les modalités de détermination du prix, qui est un sujet complexe, et donc sur lequel on pourra avoir des échanges, mais qui demanderait, je pense, à lui tout seul, une séance de travail exclusive. Donc, j'ai dit que le webinaire actuel est organisé à l'occasion de la diffusion par le réseau de la coopération agricole d'un nouveau guide pratique qui fait suite au livrable qu'on a déjà pu produire les années antérieures. Hein, pour mémoire, le guide de l'administrateur, qui est un document déjà ancien puisqu'il en est à sa 4e édition. Il y a quelques années, on a produit un document sur le foncier et les coopératives, sur l'accompagnement financier des associés coopérateurs. Et donc, fin 2022, le guide d'accueil des nouveaux associés coopérateurs qui est maintenant disponible est diffusé ou prêt à être diffusé dans les coopératives. Et donc, comme je le disais, cet ouvrage est financé par le CASDAR, ce qui fait qu'il est accessible librement à tout un chacun, d'ailleurs coopérative ou non. Deux mots pour présenter le contenu de l'ouvrage. On a une première partie qui évoque l'intérêt stratégique, je dirais, d'accueillir correctement les nouveaux associés coopérateurs au sein de la coopérative. Un chapitre sur les documents à remettre à l'entrée et à l'arrivée des nouveaux ou des jeunes associés coopérateurs.
la façon dont on peut, au-delà de la remise réglementaire des documents ou des informations, organiser une procédure d'accueil pour intégrer les jeunes ou les nouveaux coopérateurs dans la communauté des associés coopérateurs. Quid de ce qui se passe après la procédure d'accueil pour ne pas laisser tomber les jeunes qui viennent d'arriver ou les nouveaux associés et de continuer à entretenir une relation fidèle avec eux. Et on a conclu l'ouvrage par un petit florilège d'actions conduites dans les coopératives en faveur des nouveaux associés coopérateurs, qui est issu d'un travail antérieur sur un observatoire qu'on tient à jour sur justement quelles sont les actions que les coopératives mettent en place pour accompagner les jeunes ou nouveaux coopérateurs dans les premières années de leur vie professionnelle. Et puis, on a également intégré dans l'ouvrage des propositions de texte sur les principes et valeurs coopératives qui font partie des obligations légales à transmettre, ainsi que des exemples de formats de présentation de la coopérative. Voilà, quelques idées pour éclairer les entreprises. Donc voilà ce qui est contenu dans l'ouvrage et qui va, grosso modo, servir de sujet de discussion pendant notre séance de travail. Donc j'en viens maintenant au déroulement du webinaire proprement dit. Il va se décomposer en 5 parties. Céline Sajot va attaquer la transmission des informations par un point sur les obligations légales à transmettre à l'entrée dans la coopérative. On aura ensuite le témoignage de la coopérative Altitude sur comment on accueille les jeunes dans la coopérative et quelles actions sont conduites pour les accompagner. Un point qui sera traité par Muriel Tina sur les obligations d'information tout au long de l'année, avant le témoignage d'Agrial, et là encore également, présentation des démarches d'intégration, je dirais, et d'actions conduites en faveur des jeunes. Et puis, on réservera un temps en fin de séminaire pour les échanges, répondre aux questions, sachant qu'on prendra un petit moment de toute façon après chacune des parties pour répondre aux questions qui pourraient être posées. Voilà la façon dont on va procéder et je vous souhaite une bonne séance de travail et je laisse la parole à Céline Sajot pour nous présenter les obligations légales à l'entrée dans la coopérative. Céline. Leur micro est bloqué. Ah, Je viens de réactiver. Quelqu'un avait oui, coupé le micro de la salle. c'est bon, vous nous entendez, Muriel et Céline? On vous entend maintenant, oui. Oui, c'est bon, Céline. Très bien. Bon, excusez-moi pour ce petit intermède. Donc, comme on parle d'accueil des associés coopérateurs, on voulait en préambule rappeler les conditions pour être associé coopérateur. Donc, les principales conditions, c'est d'avoir la qualité requise de la personne morale ou de la personne physique pour être associé coopérateur, donc dans la très grande majorité des cas des exploitations agricoles. Avoir son siège d'exploitation dans la circonscription territoriale de la coopérative, souscrire un engagement d'activité avec la coopérative et évidemment souscrire les parts sociales qui correspondent aux engagements pris en fonction des critères de souscription qui sont fixés dans les statuts de la coopérative. Et évidemment, avoir l'accord du conseil d'administration. Pascal, merci.
Donc, la procédure d'admission par le conseil d'administration, elle est précisée dans les statuts de la coopérative. Le préalable, c'est la demande par le producteur, l'exploitation agricole, une demande d'adhésion adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d'administration. Et ensuite, donc, le conseil d'administration décide en son sein, mais peut aussi déléguer ses pouvoirs d'admission soit à l'un de ses membres, soit à un comité qui est constitué à cet effet en son sein. Donc, rappelez que pour cette admission par le conseil d'administration, que le silence du conseil d'administration dans le délai de 3 mois suivant la réception de la demande vaut acceptation. C'est ce qu'on appelle l'acceptation tacite. Et que le conseil d'administration peut refuser cette admission sur décision expresse du conseil prise à la majorité simple des administrateurs présents. Ce refus n'a pas à être motivé et n'est pas susceptible de recours. Donc, une fois ces premiers éléments rappelés pour la procédure d'admission pour être associé coopérateur, donc les obligations en matière d'information au moment de l'adhésion. Donc, c'est l'article 9 des statuts qui précise ces obligations en matière d'information et de documents à transmettre aux associés coopérateurs. Donc, la première information, c'est une information sur les valeurs et principes coopératifs qui permet d'expliquer les spécificités des coopératives, donc notamment le principe un homme, une voix, le principe de la ristourne, la règle de l'exclusivisme. Mais comme le disait Pascal, dans le guide, vous trouvez des modèles et des informations précises, des exemples d'informations qu'on peut fournir sur ces valeurs et principes coopératifs. On doit également être en capacité de fournir une information sur les conditions de fonctionnement de la coopérative. Donc, par exemple, notamment la répartition des pouvoirs entre le conseil d'administration et l'assemblée générale, la composition du conseil d'administration, le fonctionnement de l'assemblée générale, le fonctionnement des AG de section si la coopérative fonctionne avec des sections territoriales. Voilà, c'est ce genre d'informations qu'on souhaite avoir dans ces conditions de fonctionnement. Il est nécessaire aussi de fournir une liste des dirigeants de la coopérative. Donc, ce sera une liste des membres du conseil d'administration, ainsi que des référents qu'il peut contacter. Donc, ça peut être le directeur, les techniciens et tout autre référent qui vous paraît nécessaire de préciser dans cette information. Une information doit être fournie sur les modalités de rémunération qui sont pratiquées dans la coopérative. Donc, par exemple, on pourra lister les différents types de rémunération pratiqués, que ce soit des prix fermes, des prix au cadran, des prix moyens, un fonctionnement par acompte ou complément de prix. Il nous semble important dans cette information de rappeler que la ristourne décidée en assemblée générale fait partie intégrante de la rémunération des apports de l'associé coopérateur. Donc, au moment de l'adhésion, on doit également fournir le document unique récapitulatif de l'engagement, que je vais préciser un tout petit peu plus tard. Et les statuts et règlements intérieurs doivent aussi être fournis. Alors, en fait, pour les statuts et règlements intérieurs, cette obligation est expressément prévue par la loi Egalim, qui demande qu'un exemplaire de ces documents, donc qui précise toutes les dispositions qui garantissent les effets similaires à la contractualisation écrite dans la loi Egalim, doivent être remis à l'associé coopérateur au moment de l'adhésion. Donc, un petit zoom sur le document unique récapitulatif. Donc, déjà rappeler que c'est une obligation légale qui a été créée par la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014, qu'il a été... Bonjour. Désolée. Qu'il a été complété, comme le disait Pascal, par l'ordonnance relative aux coopératives agricoles de 2019 et qu'il ne vise explicitement que les coopératives de collecte-vente. L'objectif pour les législateurs, au moment du renforcement des informations à fournir dans ce document unique, était de renforcer la transparence des informations qui sont données aux associés coopérateurs.
Donc, ce document unique est un document personnalisé qui comporte toutes les informations relatives à la relation d'activité entre l'associé coopérateur et sa coopérative. Il doit notamment préciser donc le capital souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance de l'engagement en cours, les modalités de retrait de la coopérative, les quantités et caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix des apports. Donc, ce document permet à l'associé coopérateur d'avoir une information régulière et dès son adhésion sur ces informations capitales qui récapitulent donc son engagement avec la coopérative. Donc, cette obligation de remise du document unique récapitulatif s'applique également aux unions de coopératives, mais pas aux SICA. Donc, dans le cas d'une coopérative polyvalente, ce document unique peut compiler les informations relatives aux différents engagements d'activité de l'associé coopérateur ou avoir un document spécifique par activité. Alors là, pour ce document unique, on parle de mise à disposition et pas forcément de transmission en main propre. Donc, cette mise à disposition, elle peut se faire par envoi postal, soit par remise en main propre, soit par courrier électronique sous réserve donc, de l'accord de l'associé coopérateur, soit par exemple par l'extranet de la coopérative. Ce qu'il est important de préciser pour les coopératives, c'est de bien conserver la preuve de mise à disposition de ce document auprès des associés coopérateurs. Merci Céline pour cette première partie. Peut-être y a-t-il des questions que vous souhaiteriez poser de façon à préciser un petit peu les choses. Notamment, je vois une question qui, dans la conversation, le document récapitulatif peut-il être tenu à disposition sur demande ? Sur demande, alors Muriel va préciser à quel moment, un peu plus loin dans le webinaire, à quel moment, moi je parlais vraiment au moment de l'adhésion. Donc il y a d'autres moments, effectivement, au cours de l'engagement où l'associé coopérateur peut demander à avoir à disposition, mais il y a des moments qui sont bien précisés dans la réglementation sur le fait de pouvoir le mettre à disposition, notamment au moment de l'adhésion, mais aussi à chaque fois, mais Muriel en parlera, à chaque fois qu'il est modifié, qu'il nécessite une modification, et à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire. Donc ça, c'est des moments où la coopérative se doit de mettre à disposition ce document. Après, effectivement, ça fait partie des informations à d'autres moments où l'associé coopérateur peut demander à l'avoir à sa disposition. En fait, il faut que la coopérative mette en place un système de mise à disposition du document et qu'elle donne l'information en fait, aux associés coopérateurs, comme quoi elle a bien mis à disposition le document. Et ce que précisait Céline, c'est qu'effectivement, il faut regarder la preuve. Et après, effectivement, sur demande d'un associé coopérateur, la coopérative peut renvoyer, par exemple, si besoin, le document. Je reviens 30 secondes sur quelque chose que enfin, j'y reviens pas parce que je l'avais pas dit, mais je le dis. Il y a des questions qui sont posées dans la conversation écrite. Si par hasard on ne répondait pas à toutes les questions, elles seront reprises en fin de webinaire et la liste des questions et des réponses sera adressée à l'ensemble des personnes inscrites. C'est la précision que je voulais faire. Il y a deux questions qu'on peut peut-être traiter encore concernant l'entrée des nouveaux associés coopérateurs. Donc, on est sur le document unique récapitulatif. Dans le cas d'envoi postal, quelle est la preuve d'envoi du dur ? Ça peut être une remise contre signature. Mais sinon, effectivement, par envoi postal, mis à part avoir la preuve par un recommandé, ça va être difficile d'avoir la preuve de mise à disposition.
pour le courrier. Après, ça peut être une information qui est donnée par la coopérative en précisant, parce que étant donné que l'obligation, elle n'est pas de remise effective du document, elle est bien que la coopérative met à disposition ce document pour les associés coopérateurs. Donc, à un moment, il faut quand même que l'information soit donnée, par exemple dans le règlement intérieur, pour dire, bien, nous, dans notre coopérative, on le met à disposition de telle manière. Et ça peut, entre autres, être effectivement, par exemple, un envoi postal à la demande de l'associé coopérateur. Mais ce qui me semble important, c'est que en préambule, il y ait bien une information qui soit donnée par la coopérative en disant, voilà, nous, nos modalités de mise à disposition du document unique sont les suivantes. Et puis, effectivement, après, ça peut être à la demande, ça peut être sur l'extranet. Voilà, il peut y avoir plusieurs moyens de communiquer ensuite le document unique. Une autre question, le bulletin d'adhésion n'est-il pas un document obligatoire? Alors, il n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé. Par contre, si la coopérative est reconnue organisation de producteurs, il est obligatoire. Parce qu'il fait partie des documents qui sont demandés lors de la demande de reconnaissance en organisation de producteurs. Ok. Et pour préciser, en fait, je pense que le bulletin d'adhésion, par contre, pour qu'il soit assimilé en fait, à un document unique récapitulatif, il faut bien vérifier que dans le bulletin d'engagement, on retrouve bien l'ensemble des informations que Céline vous a présentées, parce qu'effectivement, parfois, dans le bulletin d'adhésion, on ne retrouve pas l'ensemble des clauses qui sont nécessaires pour le document unique. Par contre, certaines coopératives, lorsqu'il y a eu la mise en place de ce document unique, effectivement, ont retravaillé leur bulletin d'adhésion de manière à ce que ce soit le document unique. Pourquoi? Parce que parfois, pour éviter aussi d'avoir plusieurs documents, d'avoir à la fois un bulletin d'adhésion qui effectivement devient obligatoire lorsque l'option rédactionnelle est retenue dans les statuts, et puis en plus le document unique. Donc, il faut vraiment vérifier en fait le contenu du document. Ce qui répond à une question, le DUR remplace-t-il le bulletin d'engagement? En fait, on peut fusionner les deux du moment qu'on respecte les obligations du DUR. C'est ça? Oui, oui. Et après, bien sûr, avec l'obligation de le remettre à disposition à chaque fois, enfin de le mettre à jour, à chaque fois qu'il y a une modification, et effectivement au moins une fois à l'issue de l'Assemblée générale, ce qui, je pense, répond aussi à la question qui a été posée concernant donc, le fait que le document est mis à disposition à l'adhésion, puis chaque année en même temps que la régularisation des parts sociales d'activité. Par exemple, ça peut être effectivement, ça peut être un moyen de le mettre à disposition. Après, il y a une certaine liberté qui est laissée aux coopératives pour mettre tout ça en place. Et merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur les documents, la transmission réglementaire des documents à l'entrée des nouveaux associés coopérateurs ou sur le document unique récapitulatif? Bon, s'il y a d'autres questions qui viennent, pas de souci pour les mettre dans la conversation, elles seront traitées à froid ensuite. Je vous propose de passer à la partie suivante qui est le premier témoignage, celui de... Pardon. Allô? Témoignage de la... Oui, bonjour. Ouais. Bonjour. Oui. Alors, je m'interromps, là, il y a une question. Est-il possible d'avoir un modèle de document unique récapitulatif? Oui, c'est ça. Oui, un modèle. Oui, vous nous entendez là dans la salle? Oui, oui. Oui, dans la circulaire de la direction juridique de la coopération agricole qui précisait tout ce que je viens de vous expliquer rapidement en introduction, il y a des modèles par filière
de document unique. Mais on pourra la faire passer, on pourra mettre le lien à l'issue, dans la conversation. Oui, puis dans la synthèse qu'on adressera à tout le monde à l'issue du webinaire. Merci. Donc, je vous propose de passer au premier témoignage, celui de la coopérative Altitude, qui va nous présenter l'événement qu'elle organise pour l'accueil des nouveaux coopérateurs et ainsi que les actions qui sont conduites. Donc, je laisse la parole à Benoît Jules, vice-président de Altitude, pour raconter, expliquer ce qui se passe dans sa coopérative. Ok, merci Pascal. Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, excusez notre secrétaire général Xavier Bell qui ne pouvait pas être à mes côtés aujourd'hui, donc je vais tâcher de faire au mieux sans lui. Simplement vous dire au départ que finalement, j'écoute attentivement ce qui se dit depuis ce matin et j'imagine comme tout le monde, on n'est pas tout à fait encore parfaitement dans les clous, donc on va essayer de se perfectionner, de s'améliorer. Plus sur la question qui m'avait été posée, donc je vais d'abord vous présenter rapidement Altitude pour que vous le connaissiez. Donc je suis moi-même éleveur dans le département du Cantal avec des cochons et des bovins laits et des bovins viande. Et adhérent alors pas à la coopérative Altitude, mais à plusieurs des coopératives qui constituent l'union de coopératives Altitude. En fait, Altitude est une union de coop donc, qui rassemble plusieurs coop. Une coop porcine, une coop de collecte laitière, une coop d'approvisionnement, une coopérative de commerce de bestiaux, donc bovins, ovins, et une coop d'insémination animale. Et à tout cela, on a couplé, Altitude, l'Union Altitude sert de holding et porte un certain nombre de filiales. Parmi ces filiales, on peut retrouver des jardineries et du commerce de détail, du libre service agricole et plusieurs outils notamment d'abattage et de transformation de la viande, alors de la viande bovine et de la viande porcine. Donc, on rassemble, alors je dirais, on parle de 10 000 adhérents, mais on a surtout, grosso modo, 4 000 adhérents actifs apporteurs, 580 collaborateurs, 287 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les dernières progressions de chiffre d'affaires étant plus liées à l'inflation qu'à une progression d'activité. Et 45 millions d'euros de fonds propres environ. Donc, vous voyez sur le schéma comment se répartit notre chiffre d'affaires. Donc, c'est des chiffres d'affaires amont-aval agglomérés. Grosso modo, l'activité bovin-ovin représente pas loin de la moitié du chiffre d'affaires, hein, une fois transformé et commercialisé. L'activité laitière, 70 millions, l'activité porcine, 25 millions et l'agrodistribution, 65 millions. Je te laisse passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Ok, voilà, le territoire couvert par l'union de coopératives va de la Haute-Loire à la Haute-Vienne. Donc, c'est toute cette diagonale dans le sud-ouest du Massif central, avec le gros de l'activité sur le Cantal et sur la Corrèze. Donc, un peu sur la bordure Lot, un peu la bordure avéronnaise, un peu la bordure lozérienne et un peu la bordure Puy-de-Dôme. Donc, le gros de nos activités sont quand même basées sur le Cantal et la Corrèze. Ouais, tu peux passer, s'il te plaît. L'organigramme du groupe, je ne pense pas qu'il faille préciser plus que ça, mais donc je vous parlais d'un groupe qui rassemble 5 coopératives. Vous les avez sur la deuxième ligne. À la continuité de chacune des activités coopératives qui constituent l'union de coop, vous avez des activités à la fois filialisées, donc à l'amont et à l'aval de chacune de ces activités. Ok, donc comme dans toutes les coopératives, nos coopérateurs se renouvellent. On a la chance d'avoir des installations, alors pas assez dynamiques à nos yeux, mais finalement on est sur des zones d'élevage où l'installation reste encore malgré tout assez dynamique. Et donc, chaque année, nous avons de nouveaux jeunes coopérateurs qu'on essaie de s'attacher à accueillir dans la coopérative. Et donc, nous avons essayé de mettre en place une convention jeunes coopérateurs
Alors, elle se décline de deux manières. D'une part, par des avantages particuliers aux jeunes qui rentrent dans la coopérative, et d'autre part, par une journée d'accueil spécifique à ces jeunes pour leur faire découvrir la COP. Je commencerai plutôt par la convention jeunes coopérateurs. En fait, c'est les avantages particuliers que l'on peut décliner dans chacune de nos activités, portent pour certaines activités sur des prix minimum garantis pendant les 5 ou 7 premières années après l'installation. Je pense à l'activité laitière, par exemple. On essaie de, au-delà de ce qu'Egalim tente de faire, pour les jeunes adhérents JA, pendant 5 à 7 ans, on essaie de leur garantir un prix minimum qui assure un taux de couverture des coûts de production pendant les premières années. Donc, on le décline sur l'activité laitière et sur l'activité porcine, sachant que sur l'activité porcine, ce sont surtout des post-sevreurs engraisseurs. Donc, nous travaillons plutôt sur des marges garanties plus que sur des prix garantis. Également, nous arrivons sur nos fonds propres à octroyer des prêts pour accompagner soit le besoin de trésorerie, soit sur des productions particulières, soit des prêts, une quote-part des prêts investissements sur des investissements spécifiques liés à une production. Je pense à la mise en place d'engraissement en porc, par exemple, sur lequel on arrive à faire des prêts. Toujours dans le domaine de l'aide financière ou de l'accompagnement financier des exploitations, lorsque les interprofessions régionales ont réussi à mettre en place des fonds d'investissement ou d'accompagnement à l'investissement, la coopérative se porte en garant des prêts que l'agriculteur peut faire auprès de l'interprofession. Donc, on a la chance d'avoir ça sur la filière porcine Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, la coopérative se positionne en garantie de prêt. Nous faisons également un peu de financement de fonds de roulement. Clairement, aujourd'hui, le financement de fonds de roulement, on essaie de l'encadrer fortement parce qu'avec l'inflation, ça peut très vite faire dériver les besoins de financement de la coopérative. Donc, on y met le doigt en essayant de ne pas y mettre le bras. Mais nous essayons quand même d'accompagner les jeunes dans ce domaine-là. Et ensuite, dans la convention jeunes coopérateurs, nous pouvons retrouver des réductions diverses sur des prestations techniques, des analyses, des outils d'accompagnement et d'aide à la décision auprès des jeunes, des chèques cadeaux, un suivi technique renforcé et une convention de parrainage entre un adhérent plus ancien, souvent administrateur d'ailleurs, et qui a vocation à pouvoir vulgariser un peu plus les activités de la coopérative auprès du jeune coopérateur et favoriser son intégration dans le groupe. Voilà pour ce qui relève de la convention jeune coopérateur. Voilà, les signatures de convention. Alors, je pense qu'on en signe à peu près une trentaine par an. Objectivement, nous avons plus de nouveaux adhérents que ça chaque année, mais on essaie de se focaliser sur ceux qui font un apport total. Bien sûr, dans la coopérative bovine, par exemple, je ne vous cache pas que les adhérents ne sont pas tous apporteurs totaux, même si les règlements coopératifs devraient pousser un peu plus que ça. Donc, sur l'activité collecte bovin, on est quand même peu présent par cette convention. Par contre, sur l'activité laitière, sur l'activité porcine, nos adhérents sont apporteurs totaux. Voilà. Toujours concernant l'accueil des jeunes coopérateurs, nous essayons de leur proposer des formations spécifiques. Là, je parle des activités bovines, viande et bovin lait. Nous avions mis en place des formations spécifiques concernant l'analyse des coûts de production en partenariat avec les chambres d'agriculture ou avec le BTPL pour l'activité laitière, pour essayer d'accompagner au mieux à la mise en route des structures d'exploitation. Et donc, nous organisons des formations collectives et la coopérative assure la logistique de cette formation afin qu'il n'y ait pas de reste à charge, y compris sur la partie logistique pour le jeune installé. Nous essayons d'intégrer de nouveaux jeunes coopérateurs dans les conseils d'administration, soit directement comme administrateurs, mais nous avons mis en place également des postes d'administrateurs stagiaires.
Je dirais qu'aujourd'hui, dans chacun des conseils d'administration des coopératives de base, donc nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, 5 coopératives de base. On a à peu près 2 administrateurs stagiaires par coopérative de base. Je pense même que la coopérative laitière doit être plutôt à 6 administrateurs stagiaires. Enfin, il y a une volonté de ne pas restreindre le nombre d'administrateurs. Et quand un jeune présente des motivations particulières et un intérêt pour le fonctionnement de la coopérative, on ne se limite pas et on invite dans nos conseils d'administration. En général, c'est plutôt les candidats qui manquent, ce n'est pas le nombre de places. Donc, on essaie d'être relativement ouvert en la matière. Voilà, en se disant que qui peut le plus peut le moins. Enfin, nous essayons alors pas chaque année, mais tous les 2 ans. Ça s'est un petit peu distendu avec les années Covid, mais on a fait un rattrapage l'an dernier. Nous essayons de mettre en place une journée d'accueil pour tous les nouveaux adhérents. Donc, en général, sur 2 ans, on envoie pas loin de 250 invitations et on a à peu près 150 participants à ces journées d'accueil. Donc, en gros, on rassemble sur le siège de la coopérative les jeunes installés sur les 2 dernières années, nouveaux adhérents sur les 2 dernières années. Et ces journées d'accueil ont pour but, c'est l'occasion de rencontrer la gouvernance de la coopérative. Donc, les présidents, vice-présidents, les membres du bureau de l'Union de Coop sont présents. On arrive à se disperser sur les différentes tables et à pouvoir créer un échange avec des groupes de 5-10 adhérents. Donc, on arrive à personnaliser les échanges. Au-delà de rencontrer la gouvernance, ça permet aussi de présenter la coopérative dans toute sa transversalité. Je dirais que le fait que nous soyons en union de coopérative, un nouvel adhérent, il peut potentiellement être concerné que par l'adhésion à une activité. Et pour nous, tout l'intérêt est de proposer aux adhérents la COP dans toute sa transversalité et dans toutes ses activités. Donc, au cours de cette journée, on arrive à présenter à des gens concernés que par l'activité bovine les autres activités du groupe, à la fois les activités appro, les activités porcines, les activités laitières, et donc inversement, et à favoriser les échanges entre ces différentes filières. On profite de l'occasion pour faire découvrir nos outils de transformation, notamment de transformation bovine et porcine, mais qui sont à côté du siège de la coopérative. Donc, c'est l'occasion aussi de faire découvrir les différents produits que l'on peut faire, parce que c'est vrai que nos adhérents, pour certains, sont un peu excentrés du siège du groupe et n'ont pas forcément toujours une vision claire de la finalité de leur production et des produits finis que l'on arrive à élaborer avec et du niveau de qualité des produits finis. Donc, tous repartent avec leur colis de fromage, de charcuterie, de salaison, de viande. Et on trouve que ça a permis de mieux faire connaître toutes nos activités. Et le but, c'est de susciter un sentiment d'appartenance à un groupe, à un collectif. Et on est assez convaincu que par nos produits, par l'identité de nos produits finis, on peut susciter de la fierté de participer au groupe. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire un tour relativement rapide, de brosser relativement rapidement toute notre activité et la manière dont on essaie de le traiter. Maintenant, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre au mieux. Voilà, Pascal, je te rends la main. Oui, je n'ai pas forcément suivi tout à fait le diaporama, hein, je m'en excuse. Je le lis aussi au passage. Donc, voilà, les JA qu'on essaie de rassembler, c'est les JA. Il y a un accord avec les jeunes agriculteurs de 2 de nos départements, notre territoire, donc avec le syndicat des JA. Donc, on essaie de viser et d'apporter des avantages particuliers aux jeunes installés dans le cadre des aides. Donc, sachant que chez nous, les installations hors cadre des aides, en zone de montagne et en zone d'élevage, sont très, très peu nombreuses, si ce n'est des transferts entre époux préalables à la retraite, au départ en retraite d'un époux. Donc,
voilà, on ne laisse pas grand monde de côté quand on suit les installations aidées. Merci Benoît. Alors moi j'aurais une question. Je ne suis pas certain qu'il soit très facile d'y répondre. C'est-à-dire que ne participaient pas forcément à la convention tous les jeunes qui étaient entrés dans la coopérative. Donc certains décident d'adhérer, de conclure la convention avec altitude, d'autres pas. Alors la question qui tue, est-ce qu'il est possible d'identifier a posteriori des différences de comportement ou d'attitude des nouveaux coopérateurs vis-à-vis de la coopérative entre ceux qui ont signé la convention et ceux qui ne l'ont pas fait? En termes d'impact sur la relation coopérateur-coopérative, est-ce qu'on arrive à identifier des différences de comportement? Alors, je ne saurais pas dire si de la poule ou de l'œuf, lequel intervient en premier. Est-ce que l'on signe vraiment la convention avec les plus engagés dans la coopérative ou est-ce que c'est parce qu'il y a la convention que les jeunes sont plus engagés dans la coopérative? Je ne saurais pas vraiment trancher entre les deux états d'esprit. Par contre, je pense que les jeunes les plus engagés dans la coopérative et les plus ceux qui se questionnent le plus sur ce qu'est une coopérative, ce qu'elle peut leur apporter et ce qu'elle doit devenir, si on n'en tient pas compte, si on ne les intègre pas dans les conseils d'administration, si on ne les intéresse pas, si on ne cultive pas leur sentiment d'appartenance au groupe et qu'on ne remet pas en question le groupe au regard des attentes plus particulières des jeunes arrivants, je pense qu'on va avoir des soucis et des défections. Voilà, donc l'objectif, c'est quand même plutôt d'éviter ces situations-là et plutôt de favoriser donc notre fonctionnement et notre adhésion. Travailler le lien et la relation. Ok, merci. Est-ce que une question, quelqu'un a levé la main? Je peux parler d'installations hors cadre familial. Ouais, est-ce que vous avez des installations hors cadre familial? Tu as un peu abordé la question. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Là, c'est plus les chiffres globaux. Chambre d'agriculture, on est à peu près à 20-25% d'installations hors cadre familial. Sur les départements concernés par nos COP, on est à peu près sur ce niveau-là. Je dirais que les installations hors du cadre successoral ne sont pas sur des profils très différents des installations dans le cadre familial. Donc, on en a autant parmi nos adhérents que, voilà, on est à peu près dans les mêmes proportions parmi nos adhérents, donc on les a bien. Il n'y a pas ce n'est pas une cible particulière, une cible d'accompagnement particulier, même si pour les quelques dossiers que j'ai en tête, ils peuvent être des fois plus demandeurs d'appui que d'autres. Mais encore, je pense qu'il ne faut pas verser dans la caricature. On a globalement quand même des jeunes, même hors du cadre successoral, qui s'installent et qui sont en pleine connaissance de cause de leur atelier, de la gestion de leurs ateliers. Et ils ne sont pas moins compétents pour autant, ou ils ne connaissent pas moins leur atelier. Des fois même au contraire, ils sont plus dans le questionnement et dans l'analyse. Donc voilà, on n'a pas de soucis par rapport à cette activité. Donc, on ne les cible pas particulièrement parce qu'on n'a pas ressenti qu'il était nécessaire d'en faire une cible particulière. Ok, merci. On a une question de Héloïse Paco. Voilà. Bonjour tout le monde. Juste, je vous ai entendu parler au début de votre présentation de prix minimum que vous garantissez pendant 5 ou 7 ans, je crois, pour les nouveaux JA. Donc, comment vous formalisez ça? Comment vous définissez ce prix minimum? Donc, je suppose qu'il est écrit noir sur blanc sur la convention. Enfin, je voulais en savoir un petit peu plus sur cette question du prix. Alors, en l'occurrence, sur le prix minimum, il concerne la production laitière. C'était issu d'une demande du réseau des jeunes agriculteurs régionaux qui avaient essayé de faire le tour de tous les outils laitiers, et notamment les coopératives, pour leur demander l'application d'un prix minimum.
Donc aujourd'hui, on ne l'a pas écrite dans la convention, parce que la convention datait d'un petit peu avant. Par contre, elle est écrite dans le règlement intérieur maintenant de la coopérative, au même moment qu'on a pu écrire les modifications pour Egalim. On a aussi écrit que pendant les 7 ans après l'installation, on s'engageait pour les jeunes qui venaient de s'installer. Alors, quand c'est dans le cadre d'un GAEC, on proratise, on affecte un morceau le prorata du litrage de droit à produire aux jeunes en question. Donc, s'ils sont 3 associés, il a un tiers du litrage et on lui assure un prix minimum garanti qui couvre les coûts de production. Donc, c'est un prix qui se veut évolutif puisque les coûts de production évoluent avec le temps. Là, on court un petit peu après la mise à jour ces derniers temps, parce que ça évolue vite et fort. Mais il y a une volonté de couvrir les coûts de production. Alors, ça a tellement bougé ces derniers temps que finalement, le dernier prix que j'avais en tête, je dirais qu'ils approuvent. À l'époque où le prix du lait était plutôt autour de 365 € les 1000 litres, toutes primes incluses, donc TPC, TQC, on devait être à pas loin de 400 € pour les jeunes en question. Ok, et c'est quelque chose que vous avez prévu du coup de revoir annuellement, j'imagine, alors, on n'avait pas forcément ce qui est inscrit dans le cette règlement inflation-là. intérieur. Voilà, quand on l'a écrit, on n'avait pas prévu cette inflation-là. Mais clairement, oui, il y a la volonté de pouvoir le retravailler. Alors, c'est clairement quelque chose qu'on fait sur fonds propres. Donc, il y a une décision du conseil d'administration de la COP laitière et revalidée par l'union de coopératives, par le conseil de l'union de coopératives. Parce que quand on engage des fonds propres de la COP de base, en fait, nous sommes une union de coopératives, mais avec un fonctionnement de COP fusionné quasiment. Donc, tous nos fonds sont remis dans un pot commun. Donc, quand une COP de base engage des fonds auprès de ses adhérents, on le fait revalider par le conseil d'administration de l'union, parce qu'indirectement, ça engage les fonds de l'union. Voilà. Et sur une autre filière, donc, qui est la filière porcine, alors que je connais un petit peu plus, là, ce que nous essayons de faire, alors, c'est de couvrir les coûts de production pour les récents investisseurs. Mais là, en fait, on le fait quasiment au jour le jour. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement des systèmes en post-sevrage engraissement. On a très peu de naisseurs engraisseurs. La majorité de nos éleveurs sont des engraisseurs. On rentre un lot de porcelets, on reprend des porcs charcutiers. Entre-temps, on calcule un coût de production total en affectant l'aliment à la bande. Et quand il manque de l'argent pour couvrir ces frais-là, plus les emprunts du jeune et une rémunération, on abonde ce qui manque. Donc, on assure une marge. Donc, pour répondre à votre question sur la filière porcine, ce que nous faisons, c'est revu à chaque bande. En fait, à chaque bande, on vient apporter ce qui manque. Donc, si les coûts de production augmentent et que le prix n'augmente pas, on donnera plus. Si le prix augmente et les coûts de production baissent, on donnera moins. Donc là, c'est revu. Cas par cas, alors, sur cette filière. Là, c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que celui qui a sur le porc, celui qui aura une difficulté technique ponctuelle, un gros pépin sanitaire, il sera couvert. D'accord. Okay. Voilà. Enfin, la filière porcine dans le groupe Altitude, vous avez vu ce qu'elle pèse en chiffre d'affaires, mais c'est 40 adhérents et 40 000 porcs par an. 40 000 porcs par an, voilà, c'est le chiffre d'affaires amont de la coopérative porcine, c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on arrive à faire des choses pour soutenir une poignée de producteurs qu'on ne pourrait peut-être pas faire si on en avait, si l'activité porcine était notre activité unique. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, merci Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on réservera une dernière séquence d'échange à la fin du webinaire? En tout cas, merci Benoît pour toutes ces informations. C'est la transmission de cette expérience qui est intéressante et qui est finalement pas simplement, je dirais, l'accueil dans une coopérative, mais dans un groupe de coopératives avec également de la mutualisation entre coopératives. Donc, après, cette méthodologie, elle a vécu et elle a vocation à vivre et à être amendée.
probablement pas être abandonné parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment revenir en arrière sur ce genre de choses, mais en tout cas être amendé et réadapté en fonction des profils que l'on rencontre, en fonction du temps, de nos activités, et, sans doute de nos moyens aussi. Et, voilà. Donc, et on des travaille, attentes des on futurs travaille en permanence. coopérateurs. Voilà. Ok. En tout cas, merci. Je recoupe mon micro. Merci à toi, merci à Altitude pour son témoignage. Je vous propose d'enchaîner avec la partie suivante. Et donc, on va revenir à une partie plus juridique, donc sur les obligations d'information tout au long de l'année, qui a déjà été importée au moment de la discussion sur le document unique récapitulatif. Muriel, je te laisse la parole. Alors, concernant effectivement les obligations qui doivent être fournies aux associés coopérateurs tout au long de l'année, les premières informations concernent les modalités de détermination du prix des apports et les modalités d'affectation du résultat, et s'organisent globalement autour de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Donc, la première obligation concerne à la fois les modalités de convocation des associés coopérateurs et l'affectation du résultat. Donc, au moment de la convocation des associés coopérateurs, donc de la convocation écrite qui est adressée à chaque associé coopérateur, outre la convocation qui est adressée, doit dorénavant être annexé un document établi par le conseil d'administration, donc relatif à l'affectation du résultat, ou en tout cas la proposition d'affectation du résultat. Et ce document doit comporter, d'une part, la part des résultats de la coopérative que le conseil propose de reverser aux associés coopérateurs. Donc là, on est sur la distribution, la proposition de distribution aux associés coopérateurs, donc soit sous la forme de ristourne, en référence à l'activité qui a été réalisée avec la coopérative au cours de l'exercice, soit sous forme d'intérêt aux parts sociales, donc dans le cadre, cette fois-ci, de la rémunération des parts sociales des associés coopérateurs. Donc ça, c'est la première partie du document. La deuxième partie du document, en tout cas pour les coopératives qui ont des filiales, le document donc élaboré par le conseil d'administration doit préciser la part des résultats des filiales qui resteront au niveau de la coopérative et le cas échéant, la part des résultats qui seront redistribués aux associés coopérateurs, puisque en coopérative, dans l'affectation du résultat, il est effectivement possible de reverser une partie des résultats des filiales de la coopérative aux associés coopérateurs. Alors, outre ce document, pour les coopératives qui ont l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes doit également attester de la sincérité en fait, des informations qui sont données par le conseil d'administration dans ce document. Alors, le rôle du commissaire aux comptes, il est, je dirais, triple. Il est d'assurer la conformité des informations qui sont données par le conseil d'administration par rapport aux éléments comptables de la coopérative, de vérifier également la conformité avec les projets de résolution, puisque dans les projets de résolution, eh bien, on va effectivement retrouver la proposition d'affectation du résultat. Et puis, vérifier également la conformité de ces informations avec l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent en fait l'affectation du résultat en coopérative. Et donc, cette attestation du commissaire aux comptes doit également être jointe à la convocation. S'agissant s'agissant de modalités d'affectation du résultat, ce qui est important à savoir, parce que ce n'est pas le cas de tous les types de toutes les informations, c'est que ce document et cette attestation doivent être joints à la convocation, quelle que soit l'activité de la coopérative et quelles que soient les branches d'activité. Donc, ça va concerner l'ensemble des coopératives. Pour celles, par ailleurs, qui seraient organisées en section territoriale, donc il y aurait le type 3, eh bien, ce document et cette attestation du commissaire aux comptes doivent
doivent également être joints lors de la convocation aux assemblées de section. Et puis, dernier point sur cette information liée à la convocation, c'est que ce sont des documents qui doivent également être envoyés au Haut Conseil de la coopération agricole, puisque ce sont des documents qui apparaissent en fait dans le dossier annuel de contrôle des comptes qui est assuré par le Haut Conseil de la coopération agricole. Alors, ensuite, lors de l'Assemblée générale et à la suite de l'Assemblée générale, là, on va avoir des informations qui vont être liées aux modalités de détermination des apports. Donc, ce qui veut dire que ce sont des obligations qui pèsent sur les coopératives qui sont en collecte-vente, hein, donc qui collectent les apports des associés coopérateurs. Alors, lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle, le conseil d'administration doit présenter un document qui va donner deux types d'informations en matière de modalités de détermination du prix des apports. Premier type d'information, ça va être les écarts de prix qu'on va avoir d'une année sur l'autre. Donc, ça va donner une information sur la manière dont évolue la rémunération des apports d'une année sur l'autre. L'autre type d'information à donner va viser les écarts de prix entre la rémunération qui a été versée pour l'exercice écoulé, alors en intégrant le cas échéant les ristournes qui vont être votées en Assemblée générale, hein, puisque, comme vous disait Céline, les ristournes constituent un élément à part entière de la rémunération des apports des associés coopérateurs. Donc, on va faire une présentation de l'écart entre cette rémunération versée et les différents indicateurs qui doivent être prévus au règlement intérieur au titre de la contractualisation rénovée. Et étant donné, alors c'est simplement une présentation, c'est-à-dire que ce document ne donne pas lieu à une résolution en Assemblée générale, hein, on est bien sur une présentation, et étant donné qu'il est présenté en Assemblée générale, du coup, il doit également être mis à la disposition des associés coopérateurs au moins 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Ensuite, dans le mois qui suit l'Assemblée générale ordinaire annuelle, on va avoir une obligation qui est individualisée cette fois-ci. C'est-à-dire que le conseil d'administration doit transmettre donc à chaque associé coopérateur une information sur la rémunération définitive globale de ses apports. Donc, quelle que soit la modalité, c'est-à-dire que les apports soient rémunérés sur un prix ferme ou sur un prix moyen, et dans ce cas-là, qui intègre les acomptes, les compléments de prix et les éventuelles ristournes qui auraient été votés en Assemblée générale. Donc, le conseil d'administration dispose d'une certaine liberté hein, pour présenter cette information. Il peut très bien opter pour une présentation par unité de mesure, donc en choisissant les unités de mesure en fonction, bien sûr, de l'activité de la coopérative. Donc, ça peut être une présentation par litre de lait, par tonne de blé, par hectare, par hectolitre, etc. Alors, concernant le rapport du conseil d'administration qui est présenté lors de l'Assemblée générale, l'ordonnance de 2019 a intégré une information supplémentaire. Alors, pourquoi? C'était pour renforcer la transparence et les informations qui sont données aux associés coopérateurs en matière de gouvernance. Donc, dorénavant, le rapport du conseil d'administration doit comporter un chapitre distinct sur la gouvernance de la coopérative. Donc, l'objectif, ce n'est pas de reprendre, puisqu'on a déjà un certain nombre de dispositions qui sont dans les statuts et dans le règlement intérieur. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire des redites, hein, de redonner ces dispositions-là, mais ça va bien être de les compléter. Donc, ça peut être... alors, c'est pareil, cette information, il n'y a pas une forme précise, hein, c'est chaque coopérative qui peut donner les informations qu'elle estime nécessaires. Donc, ça va être, par exemple, des informations sur le fonctionnement du conseil d'administration, donc plutôt sur le nombre de réunions, par exemple, du conseil d'administration, le nombre de réunions du bureau, la composition, un point sur le renouvellement des administrateurs,
les conventions réglementées. Même type d'information également sur les assemblées générales, notamment sur le taux de participation aux assemblées, donc y compris aux assemblées de section si la coopérative est organisée en section. On peut également avoir des informations, par exemple, on peut retrouver des informations sur les délégations de pouvoir, c'est-à-dire ou les mandats qui auraient été donnés à certains administrateurs. Et puis, on peut également avoir des informations sur l'ensemble d'instances non statutaires qui seraient mises en place en fait, par la coopérative. Donc, c'est les commissions, les groupes de travail. Et donc, on peut retrouver dans ce chapitre distinct en fait, des informations sur la composition, le nombre de réunions de ces différents groupes, de ces différentes commissions. Alors, ensuite, concernant ce qu'on appelle le droit d'information permanent. Alors, le droit d'information permanent, c'est la possibilité, en fait, pour tout associé d'obtenir tout au long de l'année un certain nombre de documents. Alors, dans la liste de ces documents, nous avions déjà en fait les statuts et le règlement intérieur, hein, c'est-à-dire que tout associé peut effectivement demander les statuts et le règlement intérieur. Et puis, concernant les 3 derniers exercices clos, aussi un certain nombre de documents, alors qui sont par ailleurs mis à disposition des associés coopérateurs avant les assemblées générales. Mais ce droit d'information permanent qui est prévu notamment à l'article 9 des statuts va permettre à l'associé coopérateur de redemander ces documents. Donc, pour les 3 derniers exercices clos, il peut avoir donc les documents concernant donc les comptes annuels, la liste des administrateurs, les rapports aux associés du conseil d'administration, les rapports des commissaires aux comptes qui auront été soumis à l'Assemblée générale, et l'ensemble des PV, donc à la fois que ce soit Assemblée générale ordinaire ou Assemblée générale extraordinaire. Et l'ordonnance de 2019 a rajouté un document pour les coopératives qui ont des filiales. C'est la liste en fait des filiales ou des sociétés donc contrôlées par la coopérative, localisées en France ou à l'étranger. La liste des administrateurs des dites sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui auront été soumis aux assemblées générales donc de chaque filiale. Donc l'objectif de cette disposition, c'est d'améliorer en fait la visibilité des associés coopérateurs sur les sociétés qui sont contrôlées par la coopérative et sur la gouvernance de ces différentes sociétés. Et donc, c'est un document à part hein, qui peut être demandé donc, par tout associé coopérateur et qui, vous voyez, donne des informations complémentaires par rapport aux informations qu'on retrouve par ailleurs dans le rapport aux associés, puisque quand la coopérative a des filiales, il y a effectivement aussi un chapitre du rapport aux associés qui est consacré en fait à l'activité et aux résultats des différentes filiales. Alors, concernant les modalités de mise à disposition de ces documents, ils peuvent se faire donc à la demande de l'associé coopérateur, soit par envoi postal. Il est également possible que l'associé coopérateur prenne connaissance de ces différents documents au siège social de la coopérative ou dans un lieu de direction administrative à préciser, avec également possibilité pour l'associé coopérateur d'en prendre copie. Et si les statuts de la coopérative le prévoient, on levait l'option rédactionnelle correspondante. Ces documents peuvent également être envoyés par moyen électronique, donc bien sûr sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur qui aura indiqué donc son adresse à laquelle envoyer l'ensemble de ces documents. Voilà. Merci Muriel. Il y a quelques questions dans la conversation écrite. Je vais les prendre dans l'ordre. La première de Fabien Bonneau. Bonjour, avez-vous quelques exemples de bonnes pratiques pour la présentation du RIPA en AG?
Parce que pour une COP polyvalente, la présentation du document peut vite représenter la moitié de l'AG, ou bien est-ce qu'il suffit de rappeler que le document existe et qu'il est à disposition? Puis il y a une deuxième question de monsieur ou madame Laurent. Bonjour, la mise à disposition du document présentant les évolutions implique-t-elle l'envoi ou la mise à disposition au siège, comme pour les comptes? Alors, concernant la présentation, donc ça concerne les écarts de prix, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment précisé. C'est ça, je pense. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Voilà. Alors, c'est très difficile d'avoir un modèle parce que effectivement, étant donné qu'on va faire référence à la fois à des modalités de détermination du prix et surtout à des indicateurs, c'est pratiquement impossible d'avoir des modèles. Par contre, dans Juricop qui a été évoqué tout à l'heure, et notamment dans les circulaires qui ont été rédigées, il y a des informations quand même qui ont été données sur la manière dont pouvait être présenté effectivement ce document. Alors, en sachant qu'il faut bien distinguer le document en lui-même qui est un des éléments, parce que je crois que c'est aussi une question qui est posée par la suite, qui doit être envoyée dans le cadre du dossier pour le Haut Conseil de la coopération agricole. Donc, il y a à la fois le document qui présente les écarts de prix, et puis ensuite, il y a la présentation que vous pouvez faire en assemblée générale. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de présenter l'ensemble du document. Donc, on peut avoir quelque chose qui va être plus précis dans le document écrit, et puis qui va être présenté un petit peu autrement, avec par exemple des moyennes ou des schémas, des camemberts, etc., lors de la présentation en assemblée générale. Mais il y a une certaine liberté qui est laissée aux coopératives. En fait, l'objectif, je pense qu'il ne faut pas perdre cet objectif principal qui est d'assurer la meilleure information possible en fait, aux associés coopérateurs. Merci. Une question concernant la liste des filiales. Est-ce qu'il faut indiquer les filiales directes et indirectes? Alors, je dirais que c'est toutes les activités des filiales qui vont avoir un impact significatif parce que le texte, en fait, ne le précise pas, mais qui vont avoir un impact significatif sur l'activité de la coopérative. Ok, merci. Puis une question technique pour le Haut Conseil agricole. Est-ce que ce sont les coopératives qui envoient les documents ou est-ce que c'est les comptables? Donc, les cabinets comptables, j'imagine, qui clôturent les comptes des COP. Alors là, moi je dirais que c'est plutôt la coopérative, hein, puisque ça relève quand même de sa responsabilité. Ça paraît logique. Donc ça paraît logique que ce soit la coopérative qui le fasse. Hein, surtout que le Haut Conseil de la coopération agricole, en fait, c'est l'autorité de tutelle des coopératives. Hein, donc à ce titre-là, le HCCA ne connaît que les coopératives. Oui, peu importe les modalités d'établissement des comptes. Ok, merci. Est-ce qu'il y aurait encore une question? Sinon, écoutez, je vous propose de passer au témoignage suivant, donc celui d'Agrial. Et je vais donc transmettre la parole à Guillaume Louvel et Vincent Lastret. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Très bien. Ben, écoutez, Guillaume. J'imagine que les autres aussi. Mais... Bonjour à tous, oui. Donc, je me présente, donc Guillaume Louvel, producteur de lait département de l'Orne. Donc voilà, 32 ans, donc jeune, représentant jeune, président de la commission jeune de la coopérative Agrial. On va vous faire un petit sujet donc, pour présenter la coopérative et plus particulièrement ce qui concerne notre plan jeune. Voilà, donc plan Agriboost d'Agrial, donc un plan qui concerne l'accueil des jeunes adhérents de la coopérative. Donc représenté, oui, voilà, si c'est bon. Donc coopérative Agrial, donc une coopérative sur le territoire national, donc organisée en région.
Donc 14 régions en partant en gros, voilà, du nord de la Manche et en descendant quasiment dans le sud-est. Coopérative qui représente 12 000 adhérents. Donc, coopérative multispécialiste, donc 5 branches d'activité, agricole, une branche lait, une branche légumes et fruits frais, une branche viande et une branche boisson. C'est la slide suivante. Donc, voilà. Donc, notre plan jeune qu'on appelle le plan AgriBoost, donc axé sur 3 axes, l'accueil, le partage et les aides financières. Ouais, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc voilà, premier axe, l'accueil. Donc avec tout d'abord un pack d'accueil qui est remis aux jeunes adhérents qui s'installent. Donc voilà, dans le pack, on voit une présentation de la coopérative, des chiffres clés, une présentation des produits et des marques, le trombinoscope du conseil d'administration, le trombinoscope de la commission jeune et le détail des différentes aides du plan jeune. Ensuite, donc, on a mis en place une journée d'accueil, donc là qui s'adresse donc à tous les jeunes installés. Donc le plan a une durée de 5 ans, donc ils ont 5 ans pour participer à cette journée. Donc l'objectif de la journée, c'est organisé tous les ans dans toute la région de la coopérative. Donc chaque région organise sa journée tous les ans. Donc l'idée, c'est un moment d'échange et d'information sur la coopérative. Donc c'est de découvrir la coopérative, sa gouvernance. Donc il y a une partie de présentation. C'est aussi un moment de rencontre et d'échange avec les élus de la région, de la coopérative. Voilà, une présentation des activités et souvent donc une journée en plusieurs temps. Donc une partie présentation de la COP, une partie on va dire plus en salle. Et c'est lié souvent à une visite d'un outil. Alors ça peut être outil de production, transformation de la coopérative sur le territoire. Et suivi d'un moment de convivialité. Souvent, on a une petite soirée pour finir la journée. Donc voilà, c'est plutôt une journée qui est plutôt bien accueillie par les jeunes et qui nous paraissait utile. Deuxième axe, donc le partage. Alors, avec principalement donc, un voyage d'études qui est organisé tous les 3 ans. Donc là, l'année dernière, on a fait un voyage en Angleterre. Avant, c'était le Maroc. Il y a eu l'Allemagne. Donc, en général, ça se passe dans des pays assez voisins. Donc, un voyage de découverte donc qui mixe, on va dire, la découverte de l'agriculture du pays. Ça nous permet aussi de visiter et d'échanger sur des outils que la coopérative peut avoir aussi à l'étranger. C'est un moment plutôt convivial aussi. Donc, en général, on regroupe entre 50 et 100 jeunes la coopérative. Donc, le troisième axe. Après, sur le deuxième axe, j'en ai pas parlé, on a aussi souhaité mettre en place des formations. Donc, on a une formation qu'on a commencé à mettre en place, qu'on appelle Trésor Boost. Donc, c'est une formation sur on va dire, l'aide au pilotage de la trésorerie sur les exploitations. C'était suite à une demande qu'on avait de jeunes. Donc, c'est une formation qui est là, on va dire, qui est en démarrage. Donc, troisième axe, des aides financières. Donc, différents types d'aides financières, donc mesures d'accompagnement des jeunes pour favoriser la réussite de leur installation et la pérennité de leur exploitation. Donc, plusieurs types d'aides, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, une partie d'aide à la constitution du capital social. Voilà, une partie, on va dire, plus en numéraire et qui peut être aussi sur de l'appui en gestion technico-économique, donc soit de l'aide pour des services de la coopérative, que ce soit des OAD ou des services bâtiments, des choses comme ça, des services plus administratifs.
Donc, quelques chiffres. Donc, en 2022, comme je disais tout à l'heure, un plan jeune sur 5 ans. Donc, on a plus de 1700 jeunes qui sont actuellement en plan AgriBoost, et ce qui représente environ 2 millions d'euros qui ont été versés au titre de l'année 2022. Donc, les conditions pour accéder à ce plan AgriBoost, donc être adhérent de la coopérative, être installé depuis moins de 5 ans, que ce soit seul ou en société, une approbation du conseil de région et ne pas avoir déjà souscrit à un précédent plan jeune. La représentation des jeunes dans la gouvernance. Donc, on a donc l'Agrial, donc il y a 2 jeunes élus dans toutes les instances de gouvernance de la coopérative. Alors que ce soit les instances, comme j'ai expliqué avec les régions, pour la partie région, donc 2 jeunes dans chaque région, et aussi dans les différents métiers, conseils de métier de la coopérative. Et aussi au conseil d'administration. Avec, voilà, un droit de vote dans chaque instance, et donc au conseil d'administration, 2 jeunes aussi avec droit de vote représentant au conseil. Ensuite, donc une commission jeune, donc, que je préside, donc, composée de 2 jeunes adhérents par région et par métier. Donc, l'idée, c'est de représenter les jeunes et d'être force de proposition pour ensuite, avec la présence au conseil d'administration, de proposer, voilà, de proposer ce qui peut remonter des problématiques jeunes. Avez-vous des questions à ce sujet? Merci pour la présentation. Alors oui, il y a une question écrite concernant la formation sur la trésorerie pour les JA. Est-ce qu'elle est assurée par la coopérative ou est-ce que vous faites appel à un prestataire externe? Oui, écoutez, je vais répondre. Donc, bonjour à tous, Vincent Lasseret. Donc, effectivement, Guillaume l'a dit, hein, le plan jeune est travaillé par la commission jeune, et c'est la commission jeune qui définit son contenu, ses composantes et ses évolutions. Et effectivement, on a au sein de la coopérative un service qu'on appelle service DTE, ça veut dire démarche technico-économique. Et donc, c'est un réseau, on va dire, de conseillers experts qui sont spécialistes des questions on va dire, de gestion économique et de pilotage de l'exploitation. Donc, on a un réseau d'une dizaine de conseillers sur tout le territoire de la coopérative. Et donc, ce sont eux qui ont mis en place avec la commission jeune cette formation trésorerie, hein, qu'on a appelée TrésoBoost. Ça a fait l'objet d'une formation test il y a maintenant de ça 2 ou 3 ans, qui a été testée par la commission jeune, qui a permis de réajuster le contenu de la formation. Et donc, la formation, aujourd'hui, elle est bien mise en œuvre en interne de la coopérative par des salariés de la coopérative. D'accord, merci. Une autre question, comment les actions AgriBoost sont-elles mises en œuvre dans la coopérative? Est-ce qu'il y a une personne dédiée à cette action? Et alors, question complémentaire de ma part, est-ce qu'on peut chiffrer en équivalent temps plein le temps dédié à la gestion d'AgriBoost? En fait, ça va être difficile de répondre globalement parce qu'en fait, le plan jeune, il est déployé, il est, j'allais dire, réfléchi, pensé par la commission jeune. Donc, il y a un salarié qui est moi-même, donc le directeur de la communication de la COP, qui, pour une partie de son temps, le consacre à l'animation de la commission jeune et l'accompagnement des travaux de la commission jeune. Et donc, ce qui permet de structurer le contenu, les évolutions, etc., de travailler des projets. Ensuite, le déploiement opérationnel du plan jeune sur le terrain, concrètement, la présentation du plan jeune aux jeunes qui s'installent, la signature du plan jeune, ce sont les conseillers de terrain qui gèrent le dossier dans le cadre de la relation quotidienne qu'ils ont avec leurs adhérents. Le suivi administratif, il est fait effectivement au niveau des maisons de région, hein. Guillaume l'a présenté, on a une organisation qui est très décentralisée avec 14 régions, on va dire, qui sont des régions administratives agriales, qui sont, on va dire, 14 mini-coopératives de proximité. Et donc, le responsable de compte en région enregistre le dossier
AgriBoost, on assure le suivi opérationnel et financier jusqu'au versement des aides. Donc, vous voyez, la mise en œuvre opérationnelle, c'est pas qu'une seule personne, mais c'est un ensemble de personnes dans le coopérative qui en assure à la fois la promotion, la mise en œuvre, le suivi et jusqu'au versement. C'est ça, c'est très décentralisé, même pour l'organisation des journées d'accueil. Bon, nous, on a bâti le tronc commun en commission, mais après, libre à chaque région de l'organiser quand elle veut et de s'organiser interne. Et je crois que vous avez dit qu'il y avait 1700 jeunes qui étaient dans le programme AgriBoost. Et sur une année, les 14 journées d'accueil, ça représente combien de participants, tout mis bout à bout? En fait, on n'a pas fait le calcul précisément, mais on va dire qu'en moyenne, on a entre 20 et 25 jeunes qui participent à chaque journée. Donc, le plan jeune s'étale sur 5 ans. Donc, comme il y a une journée jeune dans chaque région, chaque jeune a la possibilité 5 fois sur les 5 années du plan jeune de participer à la journée jeune. Donc, on n'a jamais 100% de participation à chaque fois qu'on organise une journée de ce type-là, parce que voilà, il y a des, vous savez bien, il peut y avoir des contraintes sur les exploitations. Nous, l'idée, c'est le sens qui a été porté par la commission jeune, c'est que sur les 5 ans, chaque jeune participe au moins une fois, ce qui permet d'avoir un temps d'échange privilégié, un temps de présentation privilégié et surtout un temps d'échange privilégié avec les élus de la coopérative. Les représentants de la commission jeune, il y a toujours au moins 1 ou 2 représentants de la commission jeune lors de ces journées. Il y a toujours le président de la région qui est présent et qui est lui-même administrateur de la coopérative dans l'organisation de notre gouvernance. Et puis, il y a toujours soit le président de la coopérative, soit un de ses vice-présidents qui est présent lors de la journée. Donc, à cette occasion-là, le jeune a vraiment la possibilité d'avoir un échange très direct et très franc. Et le fait d'avoir des groupes de 20-25, ça favorise vraiment bien les échanges et la discussion. Et voilà, donc l'objectif, c'est qu'au moins une fois sur la durée des 5 ans, chaque jeune y participe. Après, on a des jeunes qui participent, j'allais dire presque chaque année, ou en tout cas qui reviennent plusieurs fois. D'accord. Oui, c'est moins la journée d'accueil d'intégration que la journée des jeunes de l'année dans la région, qui peut concerner tous les jeunes rentrés au cours des 5 dernières années. Comme elle a lieu tous les ans, en fait, chaque année, on a une journée jeune dans chaque région. Mais le jeune n'y participe pas forcément l'année où le plan jeune ou l'année de son installation. Il peut y aller cette année-là ou l'année suivante ou l'année d'après. Nous, évidemment, on a plutôt quand même comme objectif et comme ambition qu'il y participe autant de fois qu'il a envie de le faire. Ça crée beaucoup de liens avec, entre le jeune adhérent et sa coopérative. Merci. Merci pour ce témoignage intéressant. Merci Guillaume, merci Vincent, merci Adrien. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce que, voilà, on arrive au terme de notre webinaire. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser par écrit ou par oral? On peut prendre encore un petit moment pour quelques échanges si vous le souhaitez. Il semblerait qu'on ait répondu par anticipation à toutes les questions, c'est formidable. Alors, juste quelques petits mots de conclusion. Peut-être se dire qu'au-delà des obligations légales d'information, les coopératives peuvent profiter de l'arrivée de nouveaux associés coopérateurs pour faire vivre le projet coopératif, dynamiser la population des associés coopérateurs, resserrer le lien entre la coopérative et les associés coopérateurs. Ça, c'est le premier point. Et bien des coopératives n'ont pas attendu ce webinaire pour travailler sur cette question-là. Et puis, un petit point pratique en ce qui concerne la diffusion du guide d'accueil des nouveaux associés coopérateurs. Donc, vous pouvez vous le procurer sous format impression auprès de votre fédération régionale. Alors, je vais profiter du fait que j'anime ce webinaire pour informer les coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes
qui va être très prochainement diffusé dans l'ensemble des coopératives de la région. Vous pouvez éventuellement aussi contacter la coopération agricole. Et alors, j'avais prévu sur la diapo d'indiquer qu'il sera prochainement en téléchargement sur le site de la coopération agricole. Je ne sais pas si vous avez repéré dans la conversation, Julie a mis en début de réunion, et elle le remet maintenant, merci Julie, le lien pour télécharger le document. Donc, il est disponible en téléchargement gratuit, bien sûr. Et les exemplaires imprimés donc, sont disponibles auprès des fédérations régionales ou à Paris. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier pour avoir assisté à ces travaux. Si vous souhaitez évaluer le webinaire, voilà, je vous mets moi-même un lien dans la conversation. Voilà, il s'agit de donner votre sentiment, si vous le souhaitez, à l'issue de ce séminaire, en postant des mots comme Klaxoon va vous y inviter. Si vous souhaitez dire quel est votre sentiment, n'hésitez pas, avec juste une petite contrainte, si vous souhaitez parler, c'est que si vous voulez envoyer un message en plusieurs mots pour donner vos impressions, merci de relier les mots avec un tiret ou un tiret de soulignement, donc le tiret du 6 ou le tiret du 8, pour que tout votre message tienne en une seule ligne et que les mots ne soient pas éparpillés un petit peu partout dans le nuage. Voilà, nous allons donc reprendre l'ensemble des questions qui ont été traitées, vous adresser les questions et les réponses auxquelles on n'aurait pas répondu. Le webinaire qui a été enregistré sera accessible sur la chaîne YouTube de la coopération agricole. Et on vous adressera également le diaporama utilisé pendant le webinaire. De façon à ce que vous ayez le compte-rendu de la réunion et puis l'essentiel des informations qui ont été transmises. Voilà, merci à tous de votre participation et de votre attention. Puis rendez-vous prochainement pour un autre sujet de discussion concernant les coopératives. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.